Voilà, bonjour à toutes et à tous. En tant qu'inspectrice générale de l'Agence Wallonne du patrimoine, j'ai le plaisir de vous accueillir ici au Moulin de Bay pour la deuxième date de cette tournée régionale consacrée au Code wallon du patrimoine. Une de ces séances de Namur, je pense que celle-ci sera enregistrée afin de pouvoir être diffusée sur le site internet. Quand je parle de la séance, c'est de la projection, pas les questions-réponses. Là, elles seront impactées par la suite. Si nous avons des questions qui sont récurrentes, il y aura un retour. Sachez qu'après, il y aura un verre de l'amitié. Et il y a déjà eu un café de l'amitié, mais là, il y aura un verre de l'amitié. Il n'y a peut-être pas de différence, je n'en sais rien, on verra, hein, des surprises. Et à cette occasion-là, il y a des agents de la WAP, donc vous pourrez éventuellement échanger, et pas uniquement avec les agents qui présentent, mais avec les agents de terrain et les directeurs pour la province de Namur, puisque c'est la séance d'information pour la province de Namur. Alors, tout d'abord, je tenais juste à souligner que le nouveau Code wallon du patrimoine qui entrera en vigueur ce 1er juin, donc c'est dans peu de temps, a été décliné en plusieurs éléments, des formations à la fois en interne et ici des séances d'information dans les 5 provinces de Wallonie, que tout a été revu en fonction des processus et donc nos agents ont reçu des formations à ce sujet. Et élément qui peut à la fois vous intéresser, puisque vous êtes plus des autorités compétentes, hein, les citoyens c'est plus le soir, mais peut-être qu'il y a quelques citoyens qui se sont glissés parmi vous, donc ça peut aussi les intéresser, c'est que la WAP était déjà sur mon espace, qui est plus le portail, le guichet de la Wallonie pour le citoyen, parce que les pouvoirs locaux ont leur propre guichet qui s'appelle le guichet des pouvoirs locaux. Nous n'y sommes pas encore, mais nous y étions, nous, à WAP, déjà pour les détectoristes. Et donc, à partir du 4 juin, nous y serons pour les subsides sur les biens pastillés. Ça, on va vous en parler, c'est une nouveauté de ce code. Et progressivement, nous allons nous mettre en guichet en ligne, ce qui sera quelque chose de positif pour les citoyens et peut-être pour vous, car je sais que certaines communes passent par le portail Mon Espace pour certaines fonctionnalités. Sur le site internet, nous avons regroupé désormais tous nos formulaires sur la même page. Donc à partir du 1er juin, vous aurez un site internet Revue Nouveau COPAT. Et donc il y aura bien une page où vous rencontrerez vous retrouverez tous nos formulaires sur le même endroit avec les différentes procédures. Donc ça simplifiera un peu votre recherche, car parfois notre site internet est un peu labyrinthique. Et en l'occurrence, là, vous n'aurez plus de raison de vous perdre. Vous aurez une page dédiée à ça. Tous les formulaires et tous les courriers ont été revus, principalement plus pour les citoyens avec une orientation usagée. Donc ça, sachez-le. Et nos formulaires qui sont sur le site internet sont en version Word et en version aussi PDF intelligent, c'est-à-dire qu'il y a une aide au pré-remplissage dans les fonctions PDF. Hein. Donc ce n'est pas, ils ne pensent pas à votre place. C'est juste plus facile de les remplir, vos PDF. Et alors, vous avez la brochure que vous avez normalement reçue, ainsi que différents flyers qui sont en train d'être diffusés, ainsi qu'une petite vidéo, mais il y en aura d'autres qui suivront. Ça, on la verra après. Donc, nous sommes à la deuxième date de cette tournée régionale, date qui est complète pour l'après-midi. On voit que les Namurois sont passionnés par le patrimoine. Nous vous en remercions ici au Moulin de Bay, encore cette semaine le Brabant wallon, et puis nous terminerons dans le Hainaut et à Liège, qui sera la dernière séance le 11 juin. Voilà, donc si vous voulez revenir, n'hésitez pas. J'en profite que vous êtes tous dans cette salle kidnappés par nos soins pour faire de la publicité. Bah oui, c'est maintenant qu'on fait une petite séance de marketing. Nous lançons les Journées européennes de l'archéologie en Wallonie. C'est une première cette année. C'est le 14, 15, 16 juin. Donc, vous avez sans doute des événements. Il y en a un à Gembloux, il y a un à Andenne aussi et à Namur. Il y a des activités. N'hésitez pas à faire de la publicité pour ces belles activités autour de l'archéologie. 14-15 juin 2024. Et nous avons donc une petite vidéo qui va vous présenter moins d'une minute, plus d'une minute, 1 minute 20, les nouveautés du COPAT. Et après, je céderai la parole à mes compères
qui sont des spécialistes du code du patrimoine wallon. Voilà pour la petite vidéo. Et donc, je vais céder la place à ma collègue Emma Defaux qui va vous parler en introduction du code. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui à cette séance d'information. Donc, je vais d'abord commencer par une brève introduction afin de rentrer en douceur dans la matière. Donc, tout d'abord, un petit point relatif au contexte législatif dans lequel s'inscrit ce nouveau Code wallon du patrimoine. Tout d'abord, donc, au niveau du Code, on a 3 instruments principaux. On a d'abord un décret qui a été adopté donc, le 28 septembre 2023 par le Parlement wallon et qui va reprendre toutes les dispositions fondamentales du Code. Ensuite, nous avons l'arrêté du gouvernement wallon qui a été adopté le 15 février dernier et qui va apporter toute une série de précisions. Pour finir, nous avons l'arrêté ministériel qui a été adopté le 25 avril dernier, qui vient en quelque sorte finir le dessin de tout ce code en apportant une série de précisions et en arrêtant différents formulaires, comme par exemple le formulaire de demande de classement ou encore de demande d'autorisation pour utiliser un détecteur de métaux. Ensuite, comment est structuré ce nouveau code ? Comme vous pouvez le voir sur ce slide, il est composé de 12 titres. Dans le cadre de cette séance d'information, nous allons suivre sa structure en mettant l'accent sur une série d'éléments que nous avons estimés opportuns et qui pourraient plus particulièrement vous intéresser. Tout d'abord, la question de la protection du patrimoine, avec notamment la question du classement et de la procédure de classement. Les outils de conservation du patrimoine, avec notamment la question des actes et travaux sur biens classés, avec l'introduction d'une nouvelle autorisation, à savoir l'autorisation patrimoniale. Ensuite, la question de l'archéologie, avec notamment l'introduction d'un avis archéologique préalable sur grand projet. Ensuite, en matière d'aide, avec notamment l'introduction de 2 nouveaux types de subventions, à savoir la subvention pour les biens pastiers à l'inventaire régional du patrimoine et la subvention pour l'engagement d'un référent patrimoine. Et ensuite, pour finir, mais pas des moindres, en matière d'infractions et de sanctions, le Code instaure un nouveau régime de sanctions et de poursuite des infractions propres au patrimoine. Une question que l'on peut se poser légitimement, c'est qu'en est-il du champ d'application de ce nouveau Code ? Donc, en ce qui concerne le champ d'application matériel, il est fait référence aux biens immobiliers constituant le patrimoine qui relève de la compétence de la région de langue française. Toutefois, il découle notamment de la jurisprudence, donc des décisions de justice, que certains biens culturels mobiliers, qui relèvent normalement de la sphère de la compétence de la communauté française, peuvent tomber dans le champ d'application du Code. À titre d'exemple, je peux notamment vous citer les biens archéologiques, qui, malgré le fait qu'ils soient des biens meubles, peuvent être rattachés aux opérations de fouilles et donc relever de la compétence de la région wallonne. En ce qui concerne le champ d'application territorial, il vise tous les biens situés en région wallonne, sauf les biens situés sur le territoire de la communauté germanophone. Je vais maintenant donc rentrer dans le vif du Code en vous parlant donc du titre 2 relatif à la protection du patrimoine. Donc, qui dit protection du patrimoine dit bien à protéger.
Mais quels types de biens sont protégés en Wallonie? Donc les principaux types de biens protégés sont au nombre de 3. Nous avons tout d'abord les biens classés ou les biens inscrits sur la liste de sauvegarde. On en compte 4200 en tout en Wallonie. Je peux notamment vous citer, à titre d'exemple, l'ancien hospice Saint-Gilles, qui est à l'heure actuelle notre Parlement wallon. Je reviendrai plus longuement sur ce type de biens ainsi que sur la procédure de classement par après. Ensuite, nous avons les biens qui sont repris à l'inventaire régional du patrimoine. À l'heure actuelle, il en existe 54 276 en Wallonie. À titre d'exemple, une nouvelle fois, je peux vous citer les anciennes écuries du château d'Arvan, de Bouzy, situé à Arvan, en province du Hainaut. Ensuite, nous avons les biens qui relèvent du petit patrimoine populaire wallon. Alors là, c'est un petit peu difficile de vous donner un nombre parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'outil de recensement du petit patrimoine populaire wallon, mais à titre d'exemple, je peux vous citer la chapelle de Trie aux Chênes, située à Alzenberg. Par ailleurs, comme vous pouvez le voir sur ce slide, le petit patrimoine populaire a été volontairement mis entre parenthèses, car en tant que tel, il ne s'agit pas d'une mesure de protection, mais plus d'une reconnaissance d'un intérêt patrimonial qui sert de référence à une population locale ou contribue à son sentiment d'appartenance. Si un élément est reconnu comme tel, donc comme appartenant au petit patrimoine populaire, qu'il soit classé ou non, alors les actes et travaux qui sont effectués sur ce dit bien pourront potentiellement être subventionnés par la WAP. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet maintenant, car mon collègue Quentin y reviendra quand il vous parlera des subventions. Mais il existe également 2 autres types de biens qui sont protégés en Wallonie, qui sont moins nombreux, certes, mais qui n'en demeurent pas moins importants. Tout d'abord, nous avons les biens qui relèvent du patrimoine exceptionnel ou PATEX pour les plus initiés. À l'heure actuelle, ils sont au nombre de 230 en Wallonie. Je peux notamment vous citer le château de Joët, qui se situe en province de Liège. Donc concrètement, c'est quoi donc un bien qui relève du patrimoine exceptionnel? En fait, c'est un ensemble de biens qui présentent un intérêt patrimonial majeur et qui sont repris sur une liste, la dernière ayant été arrêtée au 12 mai 2022. Ensuite, nous avons les biens qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui va décider de leur donner une protection en raison de leur valeur universelle exceptionnelle. À l'heure actuelle, il en existe 8 en région wallonne. Je peux notamment vous citer la très connue cathédrale de Tournai, située en province du Hainaut. Je ne m'étalerai pas sur le sujet, mais si vous avez des questions en fin de séance, n'hésitez pas. Ensuite, une question encore qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on décide de protéger ce type de biens? On décide de protéger ce type de biens car ils sont le résultat d'un croisement entre un ou plusieurs intérêts et un ou plusieurs critères. Donc en tout, le Code définit 11 intérêts et 4 critères. Donc on a l'intérêt archéologique, architectural, artistique, esthétique, etc. Donc vous pouvez voir sur le slide. Et au niveau des critères, on a l'authenticité, l'intégrité, la rareté et la représentativité. Donc après avoir analysé tous les types de biens qui sont protégés en Wallonie, donc qui sont au nombre de 5, je vais maintenant passer à la question du classement. Dans ce cadre, j'examinerai les biens concernés par le classement, qui sont au nombre de 4. En gros, auquel titre un bien peut-il être classé? Soit comme monument, soit comme site, soit comme site archéologique ou soit comme ensemble architectural. Ensuite, je vous expliquerai brièvement la procédure de classement. Donc, quels sont les biens concernés par le classement? Donc ici, dans les slides qui suivent, je vais vous afficher différentes notions, différentes explications relatives aux 4 biens que je viens de citer. C'est à titre purement informatif, je ne vais pas les lire histoire de ne pas vous endormir, mais si vous voulez en prendre connaissance plus tard, les slides seront disposés sur le site internet, donc n'hésitez pas. Donc on a d'abord le monument, ici qui est défini par le code, avec sa petite illustration. Ensuite le site. Ensuite le site archéologique. Et ensuite l'ensemble architectural. Donc je vais maintenant passer à une question très très intéressante, à mon sens, c'est la question de la procédure de classement. Donc concrètement, comment un bien mentionné plus haut devient-il ce qu'il est? Est-il classé au titre de, en quelque sorte? Donc la procédure de classement, elle démarre à l'initiative du gouvernement, soit à l'initiative du gouvernement, soit à la demande du propriétaire, sur la proposition de la commission, sur la proposition du collège communal, sur la proposition de la commission communale, ou à la demande d'une ou plusieurs sociétés, associations ou fondations qui ont pour finalité la sauvegarde du patrimoine. Sauf pour le gouvernement, la demande est introduite via un formulaire qui est disponible sur le site internet de la WAP et sur mon espace, et je ne dis pas de bêtises. Ensuite, la WAP établit une fiche patrimoniale sur avis de la Commission royale des monuments cité fouilles. Ensuite, la WAP établit un projet de classement
Ce projet de classement peut notamment déterminer une zone de protection à mettre en place autour du bien, même si cette zone de protection peut être créée après le classement. Ensuite, le ou la ministre, ici la ministre, décide ensuite sur cette base si oui ou non il y a lieu d'entamer le classement, d'entamer la procédure de classement. Sa décision donc d'entame est notifiée par la WAP à une série de personnes et d'instances pour avis ou pour information. Donc, c'est notifié donc au collège communal pour l'organisation de l'enquête publique et pour qu'elle rende son avis motivé, au propriétaire du bien afin de recueillir ses observations, à la commission royale des monuments, sites et fouilles pour avis, à la commission communale ou à défaut au pôle aménagement du territoire et aux administrations que le gouvernement a estimé juger bon de consulter pour avis également, et pour finir aux fonctionnaires délégués pour information. Donc le projet de classement ensuite est publié au Moniteur belge. Suite à ces différentes notifications, donc il y a, je reviens en arrière, pardon. Donc suite à ces différentes notifications, donc il y a une obligation qui pèse sur le propriétaire, donc il y a 20 jours calendrier et plus 15 comme avant, attention, d'informer donc de ce projet de classement, donc celui qui a la jouissance effective du bien. Par exemple, le propriétaire ou toute personne qui l'aurait chargé de faire des actes et travaux sur le bien. Ça pourrait peut-être plus vous intéresser donc, au niveau communal. Donc, la commune doit toujours organiser donc, une enquête publique, mais cette enquête publique doit intervenir dans les 20 jours, et non plus dans les 15 jours, de la notification du projet de classement. Pour le reste, en ce qui concerne les communes et les modalités, délais, etc., qui sont applicables, ils sont les mêmes que dans l'ancien code. Ensuite, au niveau des... Donc, on a les instances aussi, donc... consultés qui doivent rendre leur avis donc, dans les 90 jours calendrier de l'envoi donc, du projet de classement. Donc si vous êtes des communes ou des particuliers, faites bien attention que le délai pour la notification, donc en ce qui concerne le proprio ou pour l'organisation de l'enquête publique et de toutes les autres formalités, passe de 15 à 20 jours calendrier. Donc sur la base donc, de ces observations qui ont été émises lors de l'enquête publique, des différents avis recueillis, le gouvernement peut décider ou non de classer par le biais d'un arrêté de classement. Il peut donc toujours revenir en arrière. Donc le gouvernement doit statuer dans un délai de 18 mois à dater de la publication au Moniteur belge du projet de classement. Passé ce délai, le classement est réputé refusé. Il s'agit d'une nouveauté. Le but est d'éviter de laisser les citoyens dans l'incertitude quant au sort réservé à leurs biens. Et donc, pour finir, afin de permettre aux biens classés de se démarquer, entre guillemets, la WAP y appose un écusson avec un QR code renvoyant à une série d'informations sur le bien. Donc, veuillez noter donc, que la procédure de modification d'un arrêté de classement ou de déclassement répond donc, à la même procédure qu'à la procédure de classement. Ensuite, par rapport à ça, il y a deux questions, encore une fois, qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut déroger à un arrêté de classement ? Donc, est-ce que, par exemple, on pourrait, s'il y a un arrêté de classement qui prévoit une interdiction de bâtir, en site, par exemple, est-ce qu'on pourrait bâtir tout de même ? Alors oui, on peut, dans le nouveau code, mais sous réserve de l'obtention d'une autorisation patrimoniale, donc ça, mon collègue Jean-Yves y reviendra, et sous réserve de ne pas aller à l'encontre des caractéristiques ayant justifié le classement. Donc on peut, mais il y a quand même deux éléments à respecter. Ensuite, est-ce qu'on peut contester un arrêté de classement ? Par exemple, si on voit son bien classé sans son autorisation, est-ce qu'on peut contester l'arrêté ? Oui, on peut le faire via un recours au Conseil d'État sous les 60 jours, étant donné qu'il s'agit d'un acte administratif. Ensuite, à côté de la question du classement, vient un autre élément qui mérite d'être mentionné et qui lui est lié, l'inscription sur la liste de sauvegarde. Comme dans l'ancien code, l'inscription d'un bien susceptible d'être classé et menacé de destruction, de démolition ou de modification, provisoire ou définitive, donc peut se voir inscrit donc, sur la liste de sauvegarde et donc ça constitue une mesure de protection urgente. Donc la demande d'inscription d'un bien sur la liste de sauvegarde peut être introduite par les mêmes personnes que pour le classement, donc que je vous ai mentionné précédemment. Contrairement à l'ancien code, la protection offerte est limitée à 6 mois maximum, et plus 1 an non renouvelable. Passé ce délai, le gouvernement peut, sur base de la fiche patrimoniale établie par la WAP, décider d'entamer la procédure de classement du bien, conformément à la procédure que je vous ai expliquée précédemment. Comme vous pourrez le constater si vous lisez le nouveau code, il introduit une notion de bien assimilé. Cette notion comprend les biens inscrits sur la liste de sauvegarde et est importante, car comme mon collègue Jean-Yves vous expliquera, en fait, les biens donc, qui sont inscrits sur la liste de sauvegarde se voient appliquer les effets du classement au même titre que les biens classés. Donc c'est assez important, cette notion de liste de sauvegarde. Ensuite, à côté donc, de la protection qu'offre le classement, il existe également un autre type de biens protégés en Wallonie,
qui a subi quelques modifications importantes avec la réforme. Il s'agit de l'inventaire régional du patrimoine. La notion d'inventaire régional du patrimoine n'a pas été fondamentalement modifiée par le nouveau code. Il s'agit toujours d'un recensement par la WAP du patrimoine bâti et non bâti qui présente une valeur patrimoniale au niveau local, avec pour objectif la connaissance, la protection et la gestion des biens inscrits, ainsi que la sensibilisation du public. Il existe également des biens pastillés à l'inventaire. Le fait d'apposer une pastille sur le bien montre que le bien est doté d'une valeur patrimoniale particulière. Il en existe aujourd'hui plus de 8600 en Wallonie, donc des biens inscrits à l'inventaire régional du patrimoine et pastillés. L'effet juridique principal donc, que l'on peut donner à ce pastillage, et ça mon collègue Jean-Yves y reviendra également, c'est quand un bien est pastillé, l'autorité qui sera compétente donc, pour délivrer le permis d'urbanisme devra consulter la WAP et la Commission royale des monuments cités fouilles. Il s'agit d'un avis simple obligatoire qui ne lie pas l'autorité, mais pour s'en écarter, il doit apporter tout de même une justification. Une grande nouveauté du Code est qu'il sera désormais possible d'obtenir des subventions pour tout acte et travaux sur un bien pastillé à l'inventaire régional du patrimoine. Mon collègue Quentin y reviendra. Veuillez noter également que l'inventaire communal est supprimé. Donc j'en ai maintenant fini avec cette partie donc, relative à la protection du patrimoine et je vais laisser la place à mon collègue Jean-Yves qui va vous parler de la conservation du patrimoine. Voilà, bonjour tout le monde. Donc moi je vais m'intéresser aux outils de conservation du patrimoine. Une fois que les biens ont été protégés selon les différentes modalités qui ont été expliquées, ici je vais vous expliquer quand on intervient dessus. Alors je commence avec quelques petites définitions préalables. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas faire non plus comme ma collègue, je ne vais pas vous lire les définitions, mais je vais mettre en valeur quelques éléments sur 3 définitions qui me paraissent essentielles dans ce cadre. Donc au niveau des actes et travaux conservatoires d'urgence, ça porte bien leur nom évidemment, c'est dans l'urgence. Je mets quand même en exergue le fait que ce sont des interventions très limitées, donc elles doivent être réversibles surtout, et dans des contextes très limités, des conditions climatiques difficiles, des catastrophes naturelles ou des événements fortuits. On avance crescendo dans les interventions qui peuvent intervenir sur un bien. On est ici dans le concept d'entretien. Pour ceux qui connaissent l'ancien code, c'est la même notion que la maintenance, mais le vocabulaire a été un peu modifié. Ici, on est toujours aussi dans des interventions très limitées. En résumé, pas de modification du bien, en quelque sorte que ce soit. On arrive enfin avec la 3e définition. Ici, ce sont les travaux que, on va dire, l'imaginaire collectif se représente le mieux sur un bien classé. Ce sont les travaux de restauration. Alors, la conservation du patrimoine. Nous reprenons ici les conséquences et les démarches prévues dans le Code du patrimoine pour les interventions sur les biens qui sont inscrits et pastillés à l'inventaire, qui se trouvent en zone de protection ou qui sont classés. Donc, je reprends les catégories que ma collègue vous a expliquées. Ah oui, petit tips, quand il y a une petite étoile qui intervient dans la présentation, c'est une nouveauté entre l'ancien et le nouveau Code. Je ne reviens pas sur les notions de recensement et de pastille, ma collègue l'a très bien expliqué. Et donc, la conséquence principale de l'inscription d'un bien à l'inventaire régional du patrimoine et de son pastillage, c'est, comme elle l'a dit ici, c'est que l'autorité compétente, commune ou fonctionnaire délégué, pour délivrer un permis ou un certificat d'urbanisme numéro 2, doit solliciter l'avis de la WAP et de la Commission royale des monuments cités fouilles lorsque la demande de permis porte sur un bien pastillé à l'inventaire. C'est un élément qui se trouve dans le Code été, pas forcément dans le Code du patrimoine, mais c'est important de le noter. L'avis est un avis simple, comme Emma l'a mentionné. Alors la nouveauté par rapport à l'ancien code, mais ici Code été en l'occurrence, c'est que la WAP a 30 jours pour donner son avis et non plus 45, ça a été un petit peu raccourci. Pour mémoire, c'est important, un avis archéologique peut aussi être donné dans ce cadre. Mon collègue reviendra plus longuement dessus. Donc, la WAP va donner alors à ce moment-là des avis qu'on peut appeler hybrides, un avis simple sur les éléments patrimoniaux et un avis conforme sur les éventuelles opérations archéologiques. Pour les biens qui se situent dans une zone de protection, donc c'est les biens qui se situent dans la zone qui a été déterminée lors du classement d'un bien, c'est exactement la même chose, c'est toujours dans le Code été, c'est toujours un avis simple après une demande de permis, c'est toujours 30 jours de délai de réponse pour la WAP, et il y a toujours aussi des opérations archéologiques qui peuvent être imposées via, à ce moment-là, un avis conforme.
Au niveau des biens classés et assimilés, donc les biens assimilés, juste pour rappel, c'est les biens qui sont sur la liste de sauvegarde, mais c'est également les biens qui font l'objet d'une procédure de classement, qui n'ont pas été encore formellement classés, mais qui font l'objet de la procédure de classement qui a été explicitée ici précédemment. Alors les effets sur un bien classé ou assimilé, c'est évidemment la nécessité maintenant, et ça c'est une grosse nouveauté, de l'autorisation patrimoniale ou d'un plan opérationnel patrimonial pour les interventions, actes et travaux ou événements et activités. Je vais développer ça dans la suite de l'exposé. C'est le respect des conditions particulières qui sont reprises dans l'arrêté de classement, d'ouverture de la procédure ou d'inscription sur la liste de sauvegarde. Alors les conditions particulières, ça peut être des interdictions de bâtir, de planter ou d'abattre des arbres, ou une limitation, voire une interdiction de toute activité qui pourrait mettre en péril les caractéristiques qui ont justifié le classement. On peut déroger à ces conditions particulières, comme ma collègue l'a dit, via une autorisation patrimoniale. Le maintien du bien en bon état, c'est une obligation pour le propriétaire. Ça n'a pas changé par rapport au code précédent. Il y a quelques petites nouveautés au niveau des informations. Donc, le propriétaire ou l'occupant d'un bien classé ou assimilé doit informer la WAP dans les plus brefs délais en cas de dégradation ou de sinistre du bien. Et la deuxième obligation d'information, elle incombe au collège communal que dès qu'il a connaissance de la dégradation, du sinistre, de la ruine ou de l'abandon d'un bien classé ou assimilé situé sur son territoire, il doit en informer la WAP aussi. Ce sont des petites obligations d'information, mais qui sont importantes pour le suivi des biens. Au niveau de la destruction, de la démolition ou de déplacement, la démolition totale d'un bien classé est toujours strictement interdite, sauf cas spécial de la sécurité publique, et j'y reviendrai. Et la destruction ou la démolition partielle d'un bien classé ou assimilé peut être autorisée, moyennant toujours cette fameuse autorisation patrimoniale, sans que le bien doive être déclassé ou retiré de la liste. Le déplacement définitif ou temporaire est interdit aussi, sauf dans le cas où la sauvegarde du bien est nécessaire, et ça se fait toujours via une autorisation patrimoniale. Juste pour mémoire, le cas spécial de la sécurité publique, évidemment, le bourgmestre peut toujours ordonner la destruction totale d'un bien classé quand il y a une menace sur l'ordre ou la sécurité publique, et bien sûr quand l'extrême urgence est avérée. Mais quand même, pour mémoire, dans ce cadre, une procédure d'examen est néanmoins prévue. La WAP peut examiner la décision du bourgmestre et faire un rapport au ministre, qui a toujours la possibilité de suspendre ou d'annuler la décision du bourgmestre dans les 14 jours. J'en ai suffisamment parlé, on en vient. L'autorisation patrimoniale. C'est la très grande nouveauté qui est introduite ici par le nouveau code du patrimoine. Il y a une distinction, on fait maintenant une distinction nette entre autorisation patrimoniale et permis d'urbanisme. Donc on a vraiment un détachement par rapport au droit de l'urbanisme, l'autorisation patrimoniale étant une autorisation administrative propre au patrimoine. Je vais développer évidemment tout ça après. Un petit point d'attention, par exemple, c'est que maintenant que les deux sont, détachés l'un de l'autre, les exonérations de permis sont applicables pour les biens classés. Alors, on a deux cas où on a besoin d'une autorisation patrimoniale, pour les actes et travaux et pour les événements et activités. Donc, la réalisation d'actes et travaux sur un bien classé ou assimilé est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation patrimoniale, que ces travaux requièrent un permis d'urbanisme ou pas. Par dérogation, la réalisation de travaux d'entretien sur un bien classé ou assimilé n'est pas soumise à l'octroi d'une autorisation patrimoniale, sauf s'il y a une demande de subvention. Donc là, je vous renvoie à la définition que j'ai un peu abordée, la notion d'entretien, c'est quand les caractéristiques du bien ne sont pas modifiées. Alors, lorsque la réalisation des actes et travaux requiert l'obtention d'un permis, l'obtention de l'autorisation patrimoniale est une condition préalable à la demande de permis. Donc voilà, c'est vraiment le gros changement. Même chose pour les événements et activités. L'organisation ou la réalisation d'événements ou d'activités qui sont de nature à mettre en péril les critères et intérêts qui ont justifié la mesure de protection du bien ou qui vont à l'encontre d'une des dispositions particulières prévues dans l'arrêté de classement est soumis à l'octroi d'une autorisation patrimoniale. Alors l'estimation de cette mise en péril des critères et intérêts est laissée à l'appréciation de la WAP, sauf évidemment quand on déroge à une disposition particulière. Alors, cependant, l'organisation ou la réalisation d'événements et d'activités est toujours soumise à l'octroi d'une autorisation patrimoniale si les conditions cumulatives suivantes, vous les voyez ici, sont remplies. Donc l'événement rassemble ou est susceptible de rassembler 200 personnes, il est ouvert au public et il génère des revenus.
Si la demande d'autorisation patrimoniale est complète, la WAP a alors, le demandeur introduit sa demande d'autorisation, la WAP a entre guillemets le choix entre deux procédures pour traiter la demande. Une procédure qu'on peut appeler une procédure accélérée, une grosse nouveauté aussi, et une procédure classique qui est assez similaire à ce qui est organisé à l'heure actuelle, si vous connaissez, avec les comités d'accompagnement et les réunions de patrimoine. Au niveau de la procédure accélérée, sauf si la WAP le juge opportun et donc préfère passer par une procédure classique, la demande d'autorisation patrimoniale ne fait pas l'objet de réunions de patrimoine dans les 9 hypothèses suivantes. Donc pour les travaux de conservatoire d'urgence, pour les travaux d'entretien qui nécessitent une autorisation, donc ceux qui font l'objet d'une demande de subvention. Pour les actes et travaux qui ne sont ni préventifs ni curatifs, mais qui ont un très faible impact sur les caractéristiques patrimoniales. Ceux qui sont exonérés de permis d'urbanisme en vertu du Code été. Pour les actes et travaux qui sont identiques à des travaux qui ont déjà fait l'objet d'une autorisation patrimoniale ou qui ont fait l'objet d'une autorisation patrimoniale périmée lors de l'introduction de la demande. Quand on a une modification du projet postérieurement à la délivrance de l'autorisation, quand on a un événement, une activité qui ne va pas à l'encontre d'une condition particulière de l'arrêté de classement ou quand on veut renouveler un plan opérationnel patrimonial. Alors, dans ces hypothèses, la WAP décide de l'octroi ou du refus de l'autorisation patrimoniale sans concertation préalable avec le comité d'accompagnement et sans organisation de réunion de patrimoine. Et cette décision doit intervenir dans les 40 jours après l'accusé de réception. Si elle l'estime nécessaire, elle peut interroger aussi la Commission royale des monuments sites et fouilles. Alors la procédure que moi j'ai appelée classique, c'est la procédure, elle est maintenue évidemment, c'est très similaire à ce qui se fait pour le moment. Donc c'est la mise en place du comité d'accompagnement et l'organisation d'au minimum une réunion de patrimoine. Alors le comité d'accompagnement qui est mis en place est toujours composé du et des demandeurs et le cas échéant de l'auteur du projet, de la WAP, du fonctionnaire délégué, du collège communal, alors le cas échéant d'un ou plusieurs spécialistes et le cas échéant du propriétaire si ce n'est pas le demandeur. Lors de la première réunion de patrimoine, les membres du comité, ça ne change pas. Ils examinent le projet, la nature, l'impact des actes et travaux, la nécessité ou non de réaliser des études préalables, identifier les travaux prioritaires en vue de maintenir le bien en bon état, imposer des opérations archéologiques préalables, etc. C'est également à ce moment-là qu'on indique au niveau de la WAP les subventions qui sont possibles. Alors, si les membres du comité d'accompagnement du projet le décident lors de la première réunion, une ou plusieurs réunions de patrimoine complémentaires qui peuvent être organisées. C'est une petite nouveauté dans le code. Avant, c'était 2 réunions officielles maximum. Ici, toutes les réunions complémentaires sont officialisées et donc leur nombre n'est plus limité. Toutes les réunions sont considérées comme, entre guillemets, officielles. Et ce qui ne change pas non plus, le procès verbal définitif de la première réunion, s'il n'y en a eu qu'une, ou de la dernière réunion complémentaire, constitue le projet verbal final de la procédure et mentionne l'accord ou le désaccord du comité d'accompagnement sur le projet. Une fois que cette procédure de réunion de patrimoine a été faite, on a l'octroi ou le refus de l'autorisation patrimoniale. Alors, en procédure classique que je viens d'aborder, le projet faisant l'objet de la demande d'autorisation est réputé être le projet final issu de la première ou de la dernière réunion de patrimoine. À la suite de ces réunions, le demandeur communique à la WAP, aux membres du comité d'accompagnement et à la commission les documents définitifs. C'est là alors à ce moment-là que l'avis officiel de la Commission royale des monuments sites et fouilles est demandé. En procédure accélérée, la WAP décide évidemment d'octroyer l'autorisation patrimoine, l'octroi ou le refus de l'autorisation patrimoniale, sur base uniquement du dossier du demandeur. C'est une évidence. La validité de cette autorisation patrimoniale, elle est valable 5 ans pour les actes et travaux. Mais l'introduction de la demande de permis, s'il faut un permis, doit intervenir dans les 2 ans. L'autorisation patrimoniale en vue d'un événement ou d'une activité est, elle, valable 2 ans ou, évidemment, après la tenue de l'activité dont question. Le demandeur peut demander la prolongation pour une période de 2 ans maximum. Et la modification du projet entraîne une nouvelle demande d'autorisation patrimoniale lorsque, lors de travaux qui ne nécessitent pas de permis, mais les travaux sont modifiés avant ou pendant la réalisation des travaux.
lorsque le projet est modifié préalablement au dépôt de la demande de permis, ou lorsque le projet, bien sûr, est modifié en cours de procédure d'instruction de la demande de permis. Mais par dérogation, une nouvelle autorisation patrimoniale n'est absolument pas sollicitée si la modification du projet n'a pas d'impact sur les parties classées du bien. Le plan opérationnel patrimonial, grosse nouveauté aussi du nouveau code du patrimoine, qu'est-ce que c'est ? Alors, le plan opérationnel patrimonial, il peut être octroyé, entre guillemets, à la place d'une autorisation patrimoniale. Dès lors, la réalisation des travaux ou l'organisation d'une activité ne sont plus systématiquement soumis à l'octroi de l'autorisation patrimoniale. Ça remplace en quelque sorte l'autorisation patrimoniale. Alors, c'est quoi l'objectif ? C'est un gain de temps et une limitation des démarches administratives. Alors, dans quel contexte on peut demander un plan opérationnel patrimonial ? La réalisation d'actes et travaux qui ne requièrent pas de permis, c'est important, ou l'organisation d'événements ou d'activités à caractère récurrent, réalisés dans, évidemment, un bien classé et qui requiert normalement l'autorisation patrimoniale. Alors, quelle est la procédure au niveau de ce POP ? L'AOAP peut d'initiative établir un plan opérationnel patrimonial lorsque le demandeur fait une demande d'autorisation patrimoniale. L'AOAP constate qu'on est dans les conditions. L'AOAP peut donc proposer un plan opérationnel. Soit c'est le comité d'accompagnement lors d'une réunion de patrimoine. On constate qu'on est dans les conditions et donc on peut toujours proposer alors à ce moment-là au demandeur d'introduire une demande de plan opérationnel patrimonial. Soit, et c'est le plus facile, c'est le demandeur qui demande tout de suite. Il estime qu'il est dans les conditions, donc il demande tout de suite un plan opérationnel patrimonial. Petite subtilité, le plan opérationnel patrimonial, qui a une validité assez importante, ne se fait qu'en procédure classique. Là, on est toujours avec, à ce moment-là, les réunions de patrimoine et le comité d'accompagnement. Il a une durée de validité maximale de 10 ans. Ça ne veut pas dire que les plans opérationnels vont être délivrés toujours sur une période de 10 ans, mais on peut aller jusqu'à un maximum de 12 ans. Il peut être renouvelé une fois pour un délai équivalent au délai qui avait été donné à la première délivrance. Et la demande de renouvellement est bien sûr accompagnée d'un rapport d'activité sur les travaux ou les activités qui sont visées par le plan pour avoir un certain suivi de ce qui est fait. En cas de manquement ou de non-respect du plan opérationnel, comme c'est une autorisation qui dure quand même plusieurs années, l'AOAP peut suspendre ou révoquer le plan opérationnel patrimonial. Vous avez ici un joli tableau qui résume un peu tout ce que je vous ai dit. Donc vous avez à gauche les procédures pour les actes et travaux ou les événements sur le patrimoine classé et assimilé. Et vous avez à droite les procédures pour les actes et travaux sur le patrimoine non classé, donc zone de protection et inventaire régional pastillé. Évidemment, les gens peuvent ne pas être d'accord avec ce qui a été décidé dans le cadre de ce que je viens de vous expliquer. Donc, il y a toujours moyen d'introduire le demandeur. Évidemment, on peut toujours introduire un recours contre la décision d'octroi ou de refus d'une autorisation patrimoniale ou d'un plan opérationnel. Donc, c'est introduit auprès du ministre dans les 30 jours. Le demandeur peut demander une audition auprès de l'inspectrice générale. Et dans le cadre du recours, le ministre va solliciter un avis de la Commission royale des monuments et sites et éventuellement, mais c'est facultatif, l'avis du collège communal. La décision ministre doit intervenir dans les 90 jours. S'il n'y a pas de décision, la décision initiale est confirmée, donc le recours est rejeté. Un petit point sur les dispositions transitoires, mais assez rapidement. Donc les dispositions transitoires, c'est quoi ? Ce sont les règles qui sont prévues pour déterminer les droits applicables à un dossier en cours de traitement. Cela répond à la question de savoir quelle version du code doit être appliquée pour les dossiers en cours ou entrants. Évidemment, le 1er juin, c'est samedi. Il y a des dossiers qui sont ouverts maintenant, qui ne seront pas refermés avant le 1er juin. Qu'est-ce qu'on fait avec ces dossiers-là ? Le principe général, c'est à défaut de disposition transitoire, c'est le nouveau code qui va s'appliquer. Mais dans le cadre de ce que je vous ai expliqué ici, il y a quand même 2 dispositions qui sont intéressantes. Au niveau du code du patrimoine en tant que tel, la procédure applicable pour la réalisation d'actes et travaux sur un bien classé ou assimilé, la date charnière, c'est l'éventuelle demande de réunion de patrimoine ou de déclaration. Si cette demande ou cette déclaration est intervenue avant le 1er juin, c'est l'ancien code du patrimoine qui va s'appliquer. Si c'est intervenu après le 1er juin, c'est le nouveau code qui va s'appliquer. Plus particulièrement, on va dire au niveau du code été pour être simple, la demande de permis ou de certificat d'urbanisme sur un bien classé ou assimilé situé dans une zone de protection ou qui nécessite des avis. La date charnière, c'est l'accusé de réception de la demande.
qui est faite au niveau de l'urbanisme. Si cet accusé de réception intervient avant le 1er juin, on est dans les anciennes règles. Si c'est après le 1er juin, on est dans les nouvelles règles. Alors, un petit point d'attention rapidement par rapport à ces deux dispositions transitoires. L'articulation de ces deux articles n'est pas tout à fait optimale, de sorte que leur application pourrait poser des problèmes pratiques sur le terrain. En effet, il n'est pas impossible que l'on se retrouve dans une situation où le patrimoine continue à travailler avec les anciennes procédures de son ancien code du patrimoine, avec les réunions de patrimoine, enfin tout ce que vous connaissez pour le moment, pour un dossier dans lequel l'urbanisme exigera par contre après le respect d'une nouvelle procédure et la fourniture d'une autorisation patrimoniale. Par exemple, un peu plus concrètement, cette situation problématique se présente si une procédure de réunion de patrimoine est entamée ou close avant le 1er juin, mais la demande de permis est introduite après le 1er juin. Ce n'est pas du tout hypothétique comme situation. Alors on vous rassure tout de suite, on a pris ça en compte. En vue de prévenir tout problème d'application de ces dispositions, il y a une circulaire ministérielle qui est en préparation ici au sein de l'agence pour régler différentes situations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en résumé, il y aura moyen de délivrer une autorisation patrimoniale, même si on a traité le dossier avec l'ancien code du patrimoine qui ne prévoyait pas cette disposition. Voilà pour tout ce qui est intervention sur les biens classés, assimilés et autres biens protégés. Je cède maintenant la parole à mon collègue pour la partie archéologique. Bonjour, il me revient donc de vous présenter les dispositions en matière d'archéologie. Et sans plus tarder, quelques notions préalables et définitions, si pas essentielles, en tout cas importantes. À commencer par celle du bien archéologique, qui est donc tout vestige matériel, y compris paléontologique ou sa trace, situé sur le sol, sous le sol ou sous les eaux, envisagé comme un témoignage de l'activité de l'homme ou de son environnement, d'époque ou de civilisation révolue, indépendamment de sa valeur artistique. Mais aussi évidemment les opérations archéologiques, qui sont l'ensemble des opérations relatives aux prospections, aux sondages, aux fouilles et au suivi archéologique, en ce compris l'établissement des rapports de fouilles et la publication des résultats. Trois types de fouilles existent. Les fouilles préventives qui interviennent avant le début d'un chantier de construction, qui menacent le site de destruction. Les fouilles de sauvetage qui se passent pendant le chantier de construction. Et les fouilles programmées qui sont organisées tous les ans sur un site, en général tous les ans, sur un site connu non menacé de destruction. Alors on va poursuivre avec quelques notions qui sont relatives à la carte archéologique cette fois. Donc la carte archéologique est l'outil cartographique qui détermine des périmètres contenant tout ensemble de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui, en tout ou en partie, soit ont fait l'objet d'une découverte d'un ou plusieurs biens archéologiques, soit sont recensés comme ayant recelé, recelant ou étant présumés receler des biens archéologiques. L'inventaire des sites archéologiques sur lequel se base la carte est un outil de travail interne à destination exclusive des agents de l'AOAP. Il recense et met à jour toutes les données disponibles, publiées ou non. La carte archéologique, telle que diffusée, ne contient par contre aucune donnée attributaire. Autrement dit, pour des raisons évidentes de protection des sites, il n'est pas possible de déterminer quel type de site et datant de quelle époque recouvre une zone sensible de la carte. La carte archéologique est établie en appliquant une zone tampon de 25 mètres autour des sites. Précédemment, c'était 50 mètres. Quand je dis sites, il s'agit des 25 000 sites connus à l'échelle de la Wallonie. Et si on se fonde par exemple sur les résultats de l'opération TGV qui a traversé la Wallonie de la frontière française à la frontière allemande, il faut multiplier probablement par 5 ce nombre pour évaluer le nombre de sites restants à découvrir en Wallonie. On est donc autour de 125 000 sites, soit 7 à 8 sites par kilomètre carré, étant entendu que la répartition géographique de ces sites n'est évidemment pas homogène. Publiée au Moniteur belge, la carte est accessible sur le site internet WallOnMap. Pardon. Les objectifs de cette carte sont les suivants. Elle est évidemment un outil de connaissance et de mise à jour scientifique, mais elle permet aussi de localiser les zones. Premièrement, qui font l'objet d'une demande d'avis à la WAP préalablement au dépôt d'une demande de permis d'urbanisme, nous y reviendrons.
Deuxièmement, qui font l'objet d'une demande d'avis à la WAP suite au dépôt d'une demande de permis d'urbanisme, nous y reviendrons également, dans lesquels l'utilisation de matériel qui permet la détection et la recherche d'objets métalliques ou ferromagnétiques est interdite. Les dispositions en matière de détectorisme vous seront présentées à la suite de ce chapitre. La carte est mise à jour tous les 5 ans et, à défaut, la carte qui est publiée reste d'application. Venons-en maintenant aux 3 types d'opérations archéologiques, préventives, de sauvetage et programmées. Ces opérations peuvent être planifiées soit par la région, le gouvernement peut décider d'initiative et en tout temps de procéder à des opérations archéologiques, en ce compris les opérations de statut régional, et habilite la WAP à cet effet, soit par un tiers, mais à l'exception des prospections pédestres sans détecteur. Toute personne ou institution qui souhaite réaliser une opération archéologique doit introduire auprès de la WAP une demande d'autorisation de fouille. L'octroi de cette autorisation est subordonné à la démonstration par le demandeur de toute une série d'éléments qui sont détaillés dans le Code, mais que nous n'allons pas voir ici en détail. La WAP adresse pour information une copie de sa décision au collège communal, à la commission, au propriétaire et, le cas échéant, à l'occupant du bien. Passons aux opérations archéologiques préventives qui, comme vous le savez, représentent le cœur de métier de la WAP en la matière, qui peut les imposer dans plusieurs cas ici résumés, mais que nous allons quand même détailler quelque peu. La WAP peut imposer des opérations archéologiques préalables dans plusieurs cas. Dans le cadre de l'avis archéologique préalable au grand projet, dans le cadre d'interventions sur les biens classés par le biais de l'autorisation patrimoniale, dans le cadre d'intervention sur un bien situé dans une zone de protection ou pastillé à l'inventaire régional par le biais d'un avis conforme, dans le cadre d'intervention dans le périmètre de la carte archéologique via l'imposition d'opérations archéologiques préalables ou concomitantes à la mise en œuvre du permis. Et enfin, pour cause d'utilité publique, suite notamment à une découverte fortuite. Nous allons aussi revenir sur cette notion. Hors utilité publique, l'autorité compétente pour délivrer le permis subordonne la mise en œuvre de ce permis à la réalisation par la WAP d'une ou plusieurs opérations archéologiques, préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du permis. Dans pareil cas, dès que le titulaire reçoit son permis, il transmet à la WAP toutes les informations dont il dispose en lien avec sa mise en œuvre. Dans l'hypothèse où une autorisation patrimoniale n'est pas requise, l'avis archéologique préalable de la WAP, qui ne porte que sur les aspects archéologiques du projet, est sollicité dans les cas suivants. Premièrement, tout projet dont la superficie de construction et d'aménagement des abords est égale ou supérieure à 1 hectare. Tout projet qui porte sur la réalisation de tracés linéaires situés à au moins 40 cm de profondeur et dont la longueur est d'au moins 2500 mètres s'il s'agit de tracés neufs, ou d'au moins 5000 mètres s'il s'agit de l'agrandissement de tracés existants. Et enfin, le projet porte sur un permis d'urbanisation avec une ouverture de voirie située dans le périmètre de la carte archéologique. L'avis de la WAP est sollicité par le demandeur, qu'il y ait nécessité de permis ou pas. Et lorsque le projet requiert un permis ou un certificat, l'avis de la WAP est sollicité préalablement à la demande du permis ou du certificat. Une copie de l'avis de la WAP est communiquée à l'autorité compétente et à la commission. Une fois l'avis obtenu, le demandeur dispose d'un délai de 2 ans pour déposer une demande de permis. Au-delà de ce délai, un nouvel avis archéologique est requis. Un nouvel avis est également requis lorsque le projet qui a fait l'objet de l'avis archéologique préalable et qui ne requiert pas un permis est modifié préalablement ou en cours de réalisation des actes et travaux, lorsque le projet qui a fait l'objet de l'avis archéologique préalable est modifié préalablement au dépôt d'une demande de permis, et troisièmement, lorsque le projet qui a fait l'objet de l'avis archéologique préalable est modifié en cours de procédure d'instruction d'une demande de permis. Notez cependant que par dérogation, un nouvel avis archéologique n'est pas sollicité si la modification du projet n'augmente pas l'emprise au sol et ou la profondeur du projet. Lors de la délivrance d'une autorisation patrimoniale, celle-ci peut inclure l'imposition d'opérations archéologiques. Lors de la remise d'un avis pour un bien situé dans une zone de protection ou pastillé à l'inventaire régional, la WAP peut imposer la réalisation d'opérations archéologiques via avis conforme.
Lors du dépôt d'une demande de permis, l'autorité, la commune ou le fonctionnaire délégué, chargé d'adresser un accusé de réception ou de statuer sur le caractère complet de la demande de permis, communique simultanément une copie de ces documents à la WAP lorsque les conditions cumulatives sont réunies. Premièrement, les actes et travaux visés par la demande de permis n'ont pas fait l'objet d'une autorisation patrimoniale ou d'un avis archéologique préalable. Deuxièmement, les actes et travaux visés par la demande de permis portent sur un bien situé en tout ou partie dans le périmètre de la carte archéologique et concernent des actes et travaux visés à l'article, je ne vais pas citer lequel du Code d'été, mais je vais plutôt vous donner des exemples. Donc, construire, transformer une construction existante, modifier sensiblement le relief du sol, boiser ou déboiser, sont par exemple exclus. Également, exemple non exhaustif, placer une enseigne, démolir, reconstruire, modifier la destination d'un bien. Et troisièmement, les actes et travaux visés par la demande de permis ne sont pas d'impact limité en version d'autres articles du Code d'été dont je vous fais grâce également. Quelques exemples ici aussi, modification de l'enveloppe d'un bâtiment, donc isolation, élévation, toiture B, sous certaines conditions, carport, accès et parquage, abri de jardin, etc. Quatrièmement, les actes et travaux visés par la demande de permis requièrent l'intervention obligatoire d'un architecte en vertu du Code d'été. Dans un délai de 30 jours à dater de la réception de l'accusé de réception dont question, la WAP peut décider d'imposer une ou plusieurs opérations archéologiques préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du permis. Sous réserve d'une découverte fortuite à l'expiration de ce délai, la WAP ne peut plus imposer d'opérations archéologiques. La WAP notifie sa décision au demandeur du permis et à l'autorité compétente pour le délivrer. Dans un délai de 30 jours, le demandeur peut introduire un recours contre la décision d'imposition d'opérations archéologiques auprès du ministre. Hors cas d'utilité publique, les modalités pratiques et techniques des opérations archéologiques sont définies par la WAP en concertation avec le demandeur et font l'objet de ce qu'on appelle un protocole d'accord qui est signé par les parties en présence. Les modalités pratiques et techniques contiennent toute une série d'éléments que je ne vais pas non plus détailler ici. Si ça intéresse certains d'entre vous, la séance de questions-réponses est là. Dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées, ou lorsque la WAP est dans l'impossibilité de réaliser ou de faire réaliser ces opérations archéologiques, la WAP peut délivrer une attestation écrite au titulaire d'un permis qui l'autorise à réaliser ces travaux sans qu'ait eu lieu là où les opérations archéologiques imposées. Pour ce qui concerne les découvertes fortuites et des interventions d'utilité publique, voici ce qui est à retenir. Toute personne qui, autrement qu'à l'occasion d'opérations archéologiques ou d'une activité de détectorisme, découvre un ou plusieurs biens archéologiques, en informe la commune sur le territoire de laquelle a eu lieu la découverte et la WAP dans les 3 jours ouvrables de cette découverte. S'ils ne sont pas l'auteur de la découverte, la WAP informe ensuite le propriétaire et l'occupant du terrain dans les 10 jours. Dès leur découverte, les biens archéologiques découverts et le périmètre qui les englobe sont maintenus en l'état, préservés des dégâts et rendus accessibles pour visite des lieux par la WAP, qui a 8 jours pour ce faire et informer les personnes concernées d'éventuelles protections à mettre en œuvre. Au plus tard, 15 jours après l'examen de l'objet de la découverte, la WAP informe ces mêmes personnes des suites à donner à la découverte fortuite. Lorsqu'une découverte fortuite intervient dans le cadre de la mise en œuvre d'un permis, le ministre peut décider qu'il est d'utilité publique soit 1. De suspendre pour un délai n'excédant pas 60 jours, non comptés les jours d'intempéries, la mise en œuvre du permis, 2. De retirer le permis et de déterminer les conditions nécessaires à la préservation des biens archéologiques découverts, soit de fixer les conditions d'octroi d'un permis ultérieur. Alors voilà le même genre de schéma. En fait, ces schémas seront disponibles d'ici peu sur le site internet de la WAP. C'est donc un peu des petits aides-mémoires, on va dire. Passons maintenant rapidement au détectorisme. Donc pour ce qui concerne cette législation, on ne va pas la détailler aujourd'hui, mais en souligner les points essentiels. À ce sujet, sachez que 4 séances d'information spécifiques se sont tenues dernièrement en présentiel et en visioconférence, auxquelles ont participé environ 200 détectoristes. La séance de questions-réponses sera évidemment aussi l'occasion pour vous de rentrer un peu plus dans les détails si nécessaire.
Le nouveau COPAT a été l'occasion de revoir le champ d'application de l'autorisation de détecter, d'en détailler les outils de gestion au sein de la WAP, d'intégrer une réglementation propre au rallye de détectoristes, sans oublier, grande nouveauté, les infractions relatives à cette matière qui ont été intégrées au livre 9 qui vous sera présenté par Quentin dans un instant. Un premier changement d'ampleur est à souligner d'emblée. À partir du 1er juin 2024, la pratique du détectorisme en général sera interdite, qu'elle soit ou non liée à la recherche de biens archéologiques. Cette évolution met fin à l'argument bien connu du détectorisme dit de loisir, car non centré sur la recherche de biens archéologiques et donc prétendument inoffensif pour le patrimoine archéologique enfoui. Alors même que, des sites étant présents partout en Wallonie, comme on vient de le voir, et quand bien même l'intention ne serait pas de mettre au jour des biens archéologiques, il est inévitable de le faire dès qu'on prospecte une superficie un tant soit peu importante. Cette modification du champ d'application a aussi une importance capitale en termes de gestion des rallyes détectoristes. Nous allons y revenir. 4 exceptions à cette interdiction générale sont évidemment retenues. Elles concernent les agents de la WAP qui, dans le cadre de leurs fonctions, seraient amenés à utiliser un détecteur de métaux, les titulaires d'une autorisation de fouille ayant recours à cette méthode dans le cadre de leur recherche, les professionnels utilisant des détecteurs pour peu que leur activité ne soit pas liée directement ou indirectement à la recherche de biens archéologiques, et bien entendu, les titulaires de l'autorisation délivrée par la WAP. Les conditions générales d'obtention de l'autorisation, son prix et sa validité ne changent pas, et pour ce qui concerne les procédures d'octroi et de renouvellement de l'autorisation, de même qu'en ce qui concerne la possibilité pour la WAP de suspendre ou retirer une autorisation, nous n'entrerons pas dans les détails ici, mais toutes les procédures et les circonstances qui les déclenchent sont maintenant détaillées de manière précise dans le nouveau texte. Les interdictions précédentes détaillées ici, mais sur lesquelles nous allons très vite passer, ont été maintenues sans exception, notamment celle de creuser plus profond que 30 cm. Je pense que la dia est assez illustrative. Il en va de même en ce qui concerne les obligations à respecter, avec cependant 2 nouveautés à souligner. L'obligation de dépôt des objets découverts dans un dépôt agréé est assouplie et la vente d'un ou plusieurs objets par le détectoriste est soumise à une obligation de déclaration à la WAP. Dans ce dernier cas, le Code détaille également l'entièreté de la procédure de préemption prévue. Pour terminer ce chapitre détectorisme, voyons rapidement les dispositions prises afin d'encadrer l'organisation de rallyes, c'est-à-dire le rassemblement de plusieurs dizaines, voire souvent même de centaines de détectoristes qui, durant un week-end, prospectent de façon systématique des zones qui peuvent atteindre plusieurs dizaines d'hectares. En la matière, le nouveau COPAT stipule que les rallyes, c'est-à-dire tout rassemblement de plus de 10 détectoristes, ne sont accessibles qu'aux détenteurs de l'autorisation, ce qui n'était pas le cas avant. Pour le reste, le nombre de participants au rallye est limité à 100 personnes et la superficie de là où des parcelles réservées à l'événement à 5 hectares maximum. La WAP doit être prévenue au moins 6 mois à l'avance et bénéficie de 30 jours ouvrables pour faire part de sa décision à l'organisateur, éventuellement assortie de conditions particulières ou, par exemple, de modification du règlement de l'événement ou d'adaptation des médias conçus pour en faire la promotion, afin qu'ils respectent l'interdiction d'y faire mention au patrimoine. Et je cède la parole à Quentin. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est à moi que revient l'honneur de vous porter le coup de grâce aujourd'hui en évoquant la carotte et le bâton de cette police administrative, en d'autres mots, tout ce qui touche aux aides et tout ce qui touche aux infractions. Donc, je ne vais pas résister au plaisir de citer l'illustre Cicéron qui dit en son temps « Pecunia nervus belli est ». Et donc, c'est pour ça que je vous propose de prendre quelques instants pour évoquer les différentes subventions qui sont prévues par le COPAT et qui peuvent être octroyées par la région wallonne pour toute une série d'éléments en lien avec le patrimoine wallon. Donc, je le précise d'emblée, ma présentation ici se limitera vraiment à adresser un tableau général sans rentrer dans les subtilités de la matière et j'aborderai surtout les nouveautés qui sont susceptibles de vous intéresser.
Donc, de manière plus ou moins conceptuelle, on peut dire que la réforme du Code wallon du patrimoine ne révolutionne pas intrinsèquement la matière des subventions, mais va à deux grands objectifs. Le premier, c'est d'augmenter, ou en tout cas d'accroître les possibilités d'octroi de subventions, et le deuxième, c'est de simplifier en fait la gestion des dossiers de demande de subventions. Donc, on peut distinguer 5 catégories de subventions qui sont ici à l'écran. Donc, la première, c'est la réalisation d'actes et travaux sur les biens classés ou assimilés. La deuxième, c'est également la réalisation d'actes et travaux, mais sur les biens pastillés repris à l'inventaire ou sur les biens qui relèvent du petit patrimoine populaire wallon, mieux connu sous l'acronyme PPPW. La troisième catégorie, c'est tout ce qui est en lien avec l'archéologie. La quatrième, c'est tout ce qui est sensibilisation publique au patrimoine, et notamment, ça on y reviendra, on fera un petit focus un peu plus particulier sur le référent patrimonial. Et la cinquième catégorie, c'est tout ce qui est exploitation, une subvention en vue de l'exploitation d'un bien qui est la propriété de la région wallonne. Mais comme je l'ai dit en introduction, je vais vraiment me focaliser sur ce qui peut vous intéresser en tant que, dans la salle généralement, en tant que commune. Donc il y a deux catégories que je n'évoquerai pas spécifiquement, à savoir l'archéologie et tout ce qui est subvention, exploitation pour biens classés. J'attire votre attention sur les articles D93 à D96 qui contiennent toute une série de dispositions transversales. Transversales en ce qu'elles s'appliquent à l'ensemble des catégories de subventions que j'ai précisées. Je vais ici uniquement en pointer 3 qui sont des nouveautés. Donc, la première, c'est l'exclusion de la subvention si les actes et travaux ont été commis en infraction. Donc voilà, ça c'est affirmé maintenant explicitement dans le COPAT. Une deuxième nouveauté, et ça j'attire particulièrement votre attention là-dessus, c'est la péremption de la subvention dans un délai de 3 ans. Et ce délai est calculé comment ? Si pendant une durée de 3 ans, vous n'avez pas adressé de déclaration de créance à l'Agence wallonne du patrimoine. Ce qui signifie, en d'autres termes, que pendant 3 ans, il ne s'est rien passé. Donc ce n'est pas parce que vous avez eu l'octroi de la subvention que vous pouvez mettre, on va dire, 10 ans pour faire les actes et travaux. Il y a vraiment ce délai de 3 ans. Donc si rien ne bouge pendant 3 ans, ça entraînera les mêmes effets que la perte du bénéfice de la subvention. Et le troisième point qui est important pour vous en tant que commune ou autorité publique de manière générale, ce sont toute une série de règles en lien avec la co-subsidiation. Donc la co-subsidiation, c'est littéralement le fait de financer avec plusieurs pouvoirs publics certains projets. Donc par exemple, typiquement des actes et travaux peuvent être subventionnés et par la région wallonne et par la commune ou encore un autre organisme. Donc ce sont des règles qui permettent d'adapter les différentes modalités de liquidation, les taux, mais ça je n'y reviendrai pas plus en détail. Donc je vous propose de commencer avec la catégorie des biens pastillés et des biens PPPW. Donc pourquoi est-ce que ces deux catégories, ces deux biens ne forment qu'une seule et même catégorie du point de vue des subventions ? Tout simplement parce que le régime est presque identique. À quelques exceptions près, c'est un régime similaire, donc c'est pour ça que je vous les présente de manière simultanée. Un petit point d'attention, c'est le régime d'exclusion mutuelle. Donc si pour un seul et même élément, qui à la fois est pastillé à l'inventaire régional et qui à la fois peut être considéré comme relevant du petit patrimoine populaire wallon, dans ce cas-là, si vous voulez demander une subvention, il faudra faire un choix. Vous ne pouvez pas à la fois cumuler les subventions PPPW et subventions biens pastillés. Donc voilà, il va falloir faire un choix, bien que dans le choix, comme on le verra, les taux sont les mêmes. Donc c'est vraiment pour empêcher le cumul en fait, de ces deux subventions. Pour votre parfaite information, la liste des biens pastillés a été publiée au Moniteur belge ce 3 mai 2024 et elle a été retranscrite forcément sur Wallon Map, donc tout ça est à jour. Et pour connaître quelles sont la liste des biens qui peuvent être considérés comme du petit patrimoine populaire wallon, pour ça, il faut se référer à une annexe à un arrêté ministériel qui a été signé par Madame la Ministre, mais qui est en cours de publication au Moniteur belge. Sur le fond, la liste ne change... Enfin, formellement, il y a quelques modifications afin de rationaliser, mais fondamentalement, il n'y a pas de modification sur la liste de ces éléments.
Donc ici, j'ai repris un petit, je vous ai présenté un petit tableau qui est, on va dire, rassemble les principaux éléments, en tout cas les principales caractéristiques de ce régime de subvention. Donc pour les modalités d'introduction, rien de révolutionnaire, on part sur un formulaire qui peut être transmis par voie postale ou électronique, et comme ma collègue l'a précisé, bientôt aussi via Mon Espace. Pour le taux, on est sur du 75% avec un montant maximum de 10 000 €. Donc, si vous avez des actes et travaux qui coûtent 20 000 €, mais ce sera limité à 75%, et de toute façon, le montant, lui, est limité à 10 000. Donc ça, vous ne pourrez jamais avoir plus de 10 000 € en termes de subvention. Pour l'autorité compétente, c'est toujours le ministre du Patrimoine. La liquidation, donc là, c'est en 2 tranches, il n'y a pas de modification par rapport à ce qu'il y a en PPPoE. Première moitié au moment de l'octroi, donc bien attention à renvoyer votre déclaration de créance, et le solde une fois que les actes et travaux ont été approuvés par l'Agence wallonne du patrimoine. Pour l'exécution des actes et travaux, là aussi, j'attire votre attention, ce n'est pas le délai de 3 ans, mais bien un délai de 2 ans. Donc, les actes et travaux subventionnés doivent être terminés, doivent être exécutés, plus précisément, au plus tard 2 ans après la notification de l'arrêté l'octroi. Pour qui dit subvention, dit argent public et dit aussi certaines formes de mise en concurrence. Donc là, il y a 2 formes de mise en concurrence, mais vous, étant donné que vous êtes principalement des pouvoirs adjudicateurs, ça, on ne pourra rien pour vous malheureusement. Il faudra respecter la législation relative au marché public et bien préciser. Il y a 2-3 points d'attention. Donc, par exemple, dans le cahier spécial des charges, faire en sorte que les critères de sélection permettent de retenir un soumissionnaire qui présente les capacités techniques nécessaires pour la réalisation des actes et travaux. Pour ça, le meilleur moyen, c'est d'en discuter avec l'Agence wallonne du patrimoine. Et si vous avez la chance, d'une certaine manière, de ne pas être pouvoir adjudicateur et de ne pas être soumis à la législation relative au marché public, il y a une procédure de mise en concurrence allégée où là, il suffit, entre guillemets, de fournir 3 devis détaillés. Donc, et l'attribution, en tout cas le calcul du montant de la subvention se fera sur la base des 3 devis. Il y a, comme je vous ai dit, c'est un régime similaire, mais il y a parfois quelques petites variantes. Donc, au niveau des biens pastillés, on peut en citer 2. Donc, ce ne sont pas tous les actes et travaux qui peuvent faire l'objet d'une subvention pour les biens pastillés, mais uniquement certains. Donc, tout ce qui touche aux maçonneries et aux menuiseries extérieures, tout ce qui est éléments métalliques ou décoratifs qui présentent un intérêt patrimonial, bien sûr, mais aussi la remise en état de toiture. Donc, si les actes et travaux sont soumis à permis d'urbanisme, et là, attention, la demande doit être introduite préalablement, la demande de subvention doit être introduite préalablement à la demande de permis. Pourquoi ? Tout simplement pour vous éviter la mauvaise surprise. Si vous avez obtenu votre permis d'urbanisme, que vous avez travaillé dur pour l'avoir, mais que nous, au niveau du patrimoine, on estime que les techniques mises en œuvre ne respectent pas justement les caractéristiques patrimoniales du bien, on dit désolé, on ne peut pas subventionner ça. Donc pour vous éviter tous ces problèmes ou tous ces tracas, c'est pour ça qu'on vous demande d'abord la demande de subvention, car nous, on pourra justement vous recadrer ou en tout cas vous diriger vers le bon chemin si on rend compte que les actes et travaux que vous projetez ne sont pas en adéquation avec les caractéristiques patrimoniales du bien. Au niveau du PPPoE, la petite caractéristique, c'est qu'on ne peut pas attribuer, on ne peut pas octroyer de subvention dans 3 cas spécifiques. Le premier, c'est si ça porte sur la création d'un nouvel élément. Le deuxième, si l'élément est classé au titre de monument. Donc, dans un bien qui est classé au titre de monument, vous ne pourrez jamais solliciter, enfin, vous pourrez toujours solliciter, mais on ne vous octroiera jamais de subvention PPPoE, mais ça, vous pourrez demander une subvention bien classée. Et enfin, le troisième cas d'exclusion, c'est s'il y a un remplacement partiel, mais que la partie conservée n'est pas substantielle. Ça, bien sûr, l'appréciation de cet élément-là, ça se fait forcément aussi en discussion avec l'Agence wallonne du patrimoine. Donc maintenant, venons-en au cœur du sujet qui est vraiment la subvention bien classée. Donc, on peut résumer la réforme du COPAT sur 5 points, en tout cas pour ce qui concerne les biens classés. Donc, on a premièrement cette volonté d'étendre les possibilités de subventionnement en ce que, à partir du 1er juin,
on pourra octroyer une subvention pour les éléments construits dans un bien classé au titre d'ensemble architectural. Actuellement, c'était uniquement les monuments. À partir du 1er juin, on pourra faire les éléments construits d'un ensemble architectural. Deuxième point, on a précisé maintenant dans le COPAT que le bénéficiaire peut ne pas forcément être le propriétaire du bien. Pourquoi cette précision? Tout simplement pour aider en fait l'élaboration des dossiers de subvention qui sont élaborés par des tiers qui ne sont pas propriétaires. Donc typiquement le cas d'une petite ASBL qui s'occupe d'une chapelle classée quelque part dans une belle commune de Wallonie. Pour faciliter l'élaboration et l'attribution d'une subvention, maintenant le COPAT dit qu'on peut attribuer une subvention à une personne qui n'est pas de bénéficiaire, mais attention, il faut bien avoir l'accord du propriétaire. Sans ça, on ne pourra pas octroyer. Le troisième cas, ça on y reviendra un peu plus en détail, c'est le fait de ne plus soumettre automatiquement un demandeur à la législation relative au marché public. Donc comme nous le verrons, certains, les demandeurs privés pour des actes et travaux d'un montant limité pourront avoir une subvention sans forcément appliquer la réglementation relative au marché public. Quatrième point, c'est la suppression des frais généraux à hauteur de 7%. Et le cinquième, c'est une modification des modalités de liquidation afin de travailler davantage sur un système d'avance pour vous permettre de gérer plus facilement au niveau des communes. On sait que c'est quelque chose d'important pour gérer plus facilement les chantiers qui sont en cours. Donc, ici aussi, je vous ai élaboré un petit tableau qui reprend les principales caractéristiques. Donc, si vous avez été attentif, pour la nature du classement qui permet l'octroi d'une subvention, c'est le monument ou élément construit d'un ensemble architectural. Petit point mémoire aussi, le seul cas de figure dans lequel vous pourrez avoir une subvention pour liste de sauvegarde, c'est les actes et travaux conservatoires d'urgence. Donc, c'est vraiment le seul cas de figure. Qualité du demandeur, là aussi, je l'ai déjà un peu expliqué, ça peut être le propriétaire ou toute autre personne pour autant qu'il dispose de l'accord du propriétaire. Pour les obligations procédurales, ça c'est déjà quelque chose qui existe actuellement, c'est on ne peut pas réaliser ou en tout cas entamer l'exécution des actes et travaux avant la notification de l'arrêté d'octroi de subvention. Mais il y a 3 exceptions, donc dans lesquelles vous pouvez exécuter les actes et travaux avant la notification de l'arrêté d'octroi. C'est la réalisation d'études préalables, la réalisation d'actes conservatoires d'urgence, la nature même là, justifie cette exception. Et le troisième cas, qui est vraiment cette précision qui est une nouveauté dans le COPAT, c'est si la WAP vous délivre une autorisation express vous autorisant à réaliser ces actes et travaux avant l'arrêté d'octroi. Pour l'obligation d'assurance, ici aussi, rien de nouveau. Il faut pour pouvoir obtenir une subvention être assuré, mais il y a 2 exceptions. Si matériellement c'est impossible de contracter une assurance, parce que parfois nous avons des communes qui ont introduit des demandes auprès de 6-7 organismes d'assureurs et qui n'ont pas reçu de réponse favorable. Dans ce cas-là, on peut estimer qu'il est matériellement impossible d'assurer le bien. Ou encore, on peut octroyer une subvention pour des actes et travaux conservatoires d'urgence si ce sont des actes et travaux exécutés en vertu d'un arrêté pris sur la base de l'article 135 de la nouvelle loi communale, donc tout ce qui est vraiment préservation de la sécurité publique et ce genre de choses, mais ça, je ne vais pas revenir là-dessus. L'objet de la subvention, rien de nouveau non plus, donc c'est tout ce qui est études préalables, actes et travaux conservatoires d'urgence, actes et travaux d'entretien, et on ne le voit pas ici sur le slide, mais les actes et travaux de restauration. Pour les taux, pour les études préalables, c'est simple, efficace, on est à du 80%. Pour les actes et travaux conservatoires d'urgence, le taux ordinaire, c'est 50%. Si vous êtes en patrimoine exceptionnel, là, on passe à du 65%, avec une possibilité de majoration de 15% en cas de calamité naturelle publique reconnue par la région wallonne. Donc ça, cette majoration de 15%, c'est une nouveauté. Pour les actes et travaux d'entretien, là, on est sur la même dynamique, donc taux ordinaire à 50%, patrimoine exceptionnel 65%, et là, une majoration de 10% dans 2 cas. Ces 2 cas, c'est d'une part, si le bien remplit une fonction culturelle ou scolaire, ou est un logement d'utilité publique et que les parties classées sont accessibles sur demande de la WAP lors des journées du patrimoine ou d'autres événements définis dans l'arrêté d'octroi. Et le deuxième cas, c'est le cas de la conclusion d'une convention d'accessibilité.
Donc en fait, de manière générale, cette majoration de 10%, c'est vraiment si votre bien, de manière générale, est ouvert au public ou à une fonction publique, dans ce cas-là, on peut faire en sorte qu'il y ait une majoration de 10% qui passe par des ouvertures, en tout cas lors de certaines journées. Là, c'est quelque chose qui peut intéresser les finances, en tout cas les finances des communes et des provinces, s'il y a quelqu'un qui vient des provinces. C'est qu'il y a aussi une participation des communes et des provinces, donc les provinces à hauteur de 4% et les communes à 1%. Donc voilà, ce n'est pas nouveau, c'est déjà ce qui existe actuellement. Pour les actes et travaux d'entretien d'un monument par le propriétaire ou le bénévole, donc ça, c'est un peu un régime qui varie par rapport à ce que je viens d'expliquer pour le régime général des entretiens. Si c'est fait par un propriétaire et dans le cas d'une commune, par les services techniques d'une commune qui est propriétaire du bien, là, on peut aller à une subvention jusqu'à 95%. Mais en contrepartie, là, il y a une limitation à 15 000 € du montant de la subvention. Pour les actes et travaux de restauration, là aussi, on renchaîne avec la même dynamique, 50% du taux ordinaire, 65% en PATEX, toujours les deux cas où on peut solliciter 10% de majoration, et encore le taux communal, l'intervention de la province et de la commune à 4 et 1%. Donc, j'en avais touché un petit mot ici, mais je vais aller rapidement, étant donné que dans la salle, j'ai principalement affaire à des pouvoirs adjudicateurs. Donc, dans l'éventualité où une demande de subvention est introduite par un privé et que le montant des actes et travaux à subventionner est inférieur à 143 000 € hors TVA, dans ce cas-là, on pourra non pas utiliser les règles de marché, les procédures de marché public, mais bien une procédure de mise en concurrence allégée qui, comme pour le bien pastier ou pour le PPV, réside dans la fourniture de 3 devis détaillés. Donc voilà, je ne vais pas aller davantage dans la profondeur sur ce point-là. Sachez que le montant de 143 000 € est calqué sur le montant imposé par l'Union européenne pour l'utilisation de la procédure négociée sans publicité préalable, donc, comme vous le savez, qui peut évoluer chaque année. Ça a un impact, forcément, si vous utilisez une procédure de marché public ou une procédure allégée, votre dossier de demande ne sera pas composé de la même manière. Mais ça, ne vous en faites pas, tout est vraiment bien spécifié dans la partie réglementaire du COPAT. Comme je vous l'ai dit aussi, il y a des subventions qui sont relatives à l'archéologie. Voilà, ça, j'ai aussi fait un petit tableau pour résumer les faits, les points les plus saillants. Mais vu le public aujourd'hui, je ne vais pas m'appesantir sur ces subventions, qui ne changent pas fondamentalement par rapport au régime actuel d'ailleurs. Troisième point, ça c'est peut-être quelque chose qui peut vous intéresser, c'est les subventions relatives à sensibilisation du public et au patrimoine. Donc là aussi, on peut faire des sous-catégories. Moi j'aime bien les sous-catégories, ça a quelque chose la classification a quelque chose de clair. Donc on a 4 différentes catégories. On a les actions en faveur du patrimoine. Donc voilà, j'ai mentionné à chaque fois les points dans la colonne. On a aussi les participations à une manifestation d'ampleur organisée par la WAT. Donc ce sont typiquement les journées du patrimoine, la journée vie de château ou vie de château en famille ou la semaine jeunesse et patrimoine. Donc vraiment des manifestations organisées par l'Agence wallonne du patrimoine. On a aussi des subventions pour les ASBL ou des fondations d'utilité publique qui mènent des actions d'intérêt régional. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Et là, par contre, je vais prendre quelques instants pour voir avec vous un peu plus en détail ce qu'est le référent patrimoine. Donc le référent patrimoine, c'est vraiment un nouvel acteur. C'est une initiative qui a été lancée, en tout cas qui a été concrétisée de manière vraiment plus juridique avec la réforme du Code wallon du patrimoine. Et c'est en fait un nouvel intervenant qui va permettre aux communes de taille souvent plus modeste d'avoir une personne de référence pour la gestion des dossiers en lien avec le patrimoine wallon. Donc l'idée, c'est vraiment de former une communauté de communes. Donc nous allons voir qu'il y a 2 manières de s'assembler et de permettre à ces communes d'avoir une personne en charge des dossiers patrimoniaux, sachant que ces communes doivent conclure entre elles une convention spécifique pour l'engagement d'un référent patrimoine. Donc les missions du référent patrimoine, il y en a 3. La petite vidéo avait déjà évoqué ces missions. Donc c'est coordonner, assister les communes qui sont parties à la convention pour les projets en matière de patrimoine, c'est relativement logique.
mettre en place un programme de sensibilisation, mais aussi conseiller de manière générale tous les intervenants des différentes communes dans leur dossier ou dans leur projet en lien avec le patrimoine wallon. Comme je l'ai dit, il y a une logique d'association et il y en a deux. Soit on est sur une logique territoriale, c'est-à-dire un regroupement d'au moins 3 communes de moins de 15 000 habitants. Et la deuxième, c'est la logique UNESCO, donc qui rassemble les communes sur le territoire duquel se trouve un bien en série, donc sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ou indicative belge. Donc la liste indicative, c'est l'antichambre de l'UNESCO, et les biens en série, ce sont tous les biens, comme son nom l'indique, en série, c'est peut-être pas un peu tautologique. Mais donc voilà, par exemple, les cimetières, récemment, notre dernier ajout commémoratif, donc ça, ce sont des biens en série. Les beffrois aussi sont des biens en série, donc vous voyez un peu la logique de cette notion. Dernier point, infraction. Donc là, je vais aller rapidement avec vous sur ce point. L'idée n'est pas de vous faire peur, mais plutôt de vous montrer ce qui est mis en place, ou en tout cas ce qui va être applicable à partir du 1er juin, car nous savons tous que les communes sont toujours respectueuses de la législation relative au patrimoine wallon, donc ça, je n'ai pas de doute que vous n'aurez jamais affaire à nous. Pour les infractions patrimoniales, les grandes nouveautés, c'est maintenant l'installation d'une procédure propre au patrimoine wallon, parce qu'avant, on était lié au livre 7 du Code été. Ce qui fait que ça posait parfois des petits problèmes pratiques, puisque le livre 7 du Code été n'était pas du tout adapté à nos besoins, notamment en matière archéologique et plus précisément pour le détectorisme. Donc voilà, l'idée du législateur wallon, c'est vraiment de pourvoir le Code wallon du patrimoine, ou en tout cas la police administrative du patrimoine, d'un système qui lui est propre. Le législateur wallon a opté pour un régime de sanctions administratives. Il n'y a plus de sanctions pénales, contrairement à ce qui existe actuellement dans le livre 7 du Code été. Donc c'est un régime de sanctions administratives où la WAP gère vraiment tout de A à Z et où il n'y a pas d'autre intervenant que l'Agence wallonne du patrimoine. Pour les faits et actes infractionnels, les 18 faits et actes infractionnels sont listés à l'article D102 du Code. Je ne vais pas vous faire l'affront de les lire de manière monotone. Sachez juste que c'est généralement tout ce qui concerne au non-respect des obligations des autorisations, des obligations de déclaration en matière archéologique, tout ce qui porte aussi sur la dégradation des biens du patrimoine wallon, et notamment, et ça j'attire plus votre attention là-dessus, c'est le non-respect de l'obligation de maintien en bon état, qui peut faire l'objet d'une sanction via le titre 9 maintenant du COPAT. Pour les agents constatateurs, on part en fait exactement sur le même système que ce qui est prévu par le Code été. On n'a pas révolutionné la matière. Étant donné que les agents constatateurs, bien sûr indépendamment des missions qui sont dévolues aux agents et officiers de police administrative et judiciaire, les agents constatateurs, il y en a 2 catégories. Les agents de la WAP désignés par l'inspecteur général de l'Agence wallonne du patrimoine, et ça c'est quelque chose qui vous concerne plus, ce sont les agents des communes désignés par le conseil communal. Donc comme en matière d'environnement ou en matière urbanistique, vous pouvez désigner au niveau des communes des agents constatateurs pour faire la chasse aux infractions patrimoniales. Ici, on va vite faire un petit schéma, on va vite résumer, voir ensemble les différentes étapes d'une procédure infractionnelle. Comme je vous l'ai dit, on n'a rien inventé, on s'est beaucoup calqué. En fait, ici, on a fait un petit mix entre ce qu'il y a dans le Code été et dans le Code de l'environnement. On a pris un peu le meilleur des deux, si on peut appeler ça ainsi. Donc la première étape, c'est la constatation. Donc la constatation qui peut se faire soit via un avertissement préalable, donc ça je ne vais pas revenir avec vous sur ce que c'est, vous êtes sûrement au courant, ou alors directement par un PV d'infraction, sachant que l'avertissement préalable, comme son nom l'indique, ça laisse un certain délai pour se remettre en ordre, et si on n'a pas remis les choses en ordre après ce délai, là on passe au PV d'infraction. Donc ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, c'est la réception à l'Agence wallonne du patrimoine et une décision de l'inspecteur général sur les suites à donner. Soit on va partir sur un classement sans suite si on estime que les éléments ne sont pas présents ou qu'il n'y a pas d'opportunité, ou alors on va entamer officiellement une procédure infractionnelle, donc qui va débouter sur la troisième étape, qui est la défense du prévenu. Donc
durant toute cette période, le prévenu, le contrevenant, va pouvoir présenter premièrement une défense écrite et s'il l'estime nécessaire, il pourra toujours demander une audition devant l'inspecteur général de la UAP ou son délégué. Au terme de cette étape, il y aura la décision de l'inspecteur général de la UAP sur la sanction ou potentiellement le classement sans suite. Donc ça, s'il y a une sanction, trois sanctions sont possibles. La régularisation après le paiement d'une transaction, c'est limité à certaines infractions où une régularisation est possible, bien sûr. Le deuxième, c'est un peu plus bête et méchant, c'est l'amende. Donc ça, le patrimoine wallon a cette spécificité d'être d'une certaine part unique et parfois, ce n'est pas possible de faire des mesures de restitution ou de la régularisation, et la seule sanction, bête et méchante, mais c'est la seule qui existe, c'est l'amende. Et enfin, les mesures de restitution, ça qui sont au nombre de 4. Donc ça peut être soit la réalisation d'actes et travaux de compensation, la remise de biens archéologiques en pleine propriété et sans indemnité à la région wallonne. La troisième aussi, c'est une participation, et ça c'est un peu innovant, au financement d'une opération archéologique. Et enfin, la quatrième, c'est le retour, simplement demander le retour au pristine état quand cela est possible. Donc là, après avoir eu cette décision sur la procédure, vient ensuite le temps du recours. Il y a deux types de recours. Un recours qui peut être introduit par l'usager, forcément, et parfois un recours aussi introduit, ou en tout cas, ce n'est pas vraiment un recours dans ce cas-là, mais c'est plutôt des suites judiciaires accordées par l'Agence wallonne du patrimoine. Donc un usager peut introduire un recours devant le tribunal correctionnel, donc sa section pénale, ou dans quel cas, le premier, c'est une décision d'amende, donc là, il peut y avoir un recours au tribunal correctionnel, ou une décision portant sur une mesure de restitution, tandis que le recours, ou en tout cas la suite à donner à la UAP, elle va être dans deux cas. S'il y a eu régularisation, mais pas paiement de transaction, dans ce cas-là, on va demander une décision judiciaire pour pouvoir avoir une assise plus forte, mais également, si les mesures de restitution ont été ordonnées, mais qui n'ont pas été suivies des faits, là aussi, on va demander au juge judiciaire, tribunal civil, de pouvoir disposer d'une décision permettant l'exécution par la force publique si nécessaire. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, sachant que vous connaissez la zone dans laquelle vous êtes, c'est la zone Est. Il y a aussi une zone, une adresse mail, oui, la zone centre, pourquoi la zone Est? Je ne sais plus ce que je dis. Donc la zone centre, là vous avez l'adresse de l'adresse générique de la zone centre, et des agents sont présents dans la salle, donc n'hésitez pas à aller les saluer et éventuellement poser des questions plus pratico-pratiques si vous l'estimez opportun.